Comme nous l'avons vu dans les vidéos sur les autres noyaux que le proton, le découplage large bande est très utilisé lors de l'acquisition de spectres de RMN du carbone 13, notamment parce qu'il induit une augmentation significative du rapport signal sur bruit en regroupant sous une seule raie tous les pics d'un même déplacement chimique. Toutefois, le découplage large bande n'est pas sans inconvénients. Il a également comme conséquence une perte d'information. Les spectres C13 représentés ici ont été obtenus sur un échantillon d'ibuprofène. Deux des carbones ont des déplacements chimiques très proches. Sur le spectre non découplé, en rouge, l'allure des massifs permet facilement de différencier le déplacement chimique du CH de celui du CH2. Le CH apparaît sous forme d'un doublet de multiplets, alors que le CH2 apparaît sous forme d'un triplet de multiplets. En revanche, sur le spectre découplé, en bleu, les deux carbones apparaissent sous forme de singulets, et il n'est pas possible de se rendre compte que le CH2 a un déplacement chimique légèrement supérieur à celui du CH. Les techniques d'édition de spectres ont pour objectif de retrouver l'information du nombre de protons portés par chaque carbone, et cela sans perdre l'avantage du découplage large bande. La plus simple d'entre elles utilise cet écho de spin. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur l'écho de spin, dans le cas de cette séquence, l'effet découplage s'exprime pendant le temps TE, mais pas celui des déplacements chimiques. Cette propriété peut être mise à profit afin de marquer les différents types de carbone sur un spectre RMNC13 découplé proton. Le phénomène qui est mis à profit s'appelle la J-modulation, et dans un premier temps, nous allons l'illustrer dans le cas d'un CH. En absence de découplage, le massif d'un CH est un doublet et chaque raie correspond à une aimantation. La première, que nous noterons M1, évolue à la fréquence du déplacement chimique C13 plus J sur 2, et la seconde, M2, évolue à la fréquence du déplacement chimique C13 moins J sur 2. Pendant cet écho de spin, l'effet des déplacements chimiques est annulé, et la position des aimantations M1 et M2 à la fin de l'écho est donc uniquement fonction de l'effet du couplage entre le C13 et le proton. Cela conduit à placer les deux aimantations en position symétrique par rapport à l'axe Y', et l'angle φ est proportionnel à la valeur de la constante de couplage J, mais aussi au temps d'écho. Si TE est égal à 0, les deux aimantations, M1 et M2, n'évoluent pas entre le moment où elles sont basculées dans le plan transversal et le début de l'acquisition du signal. Cela conduit à un doublet dans lequel la phase des deux raies est identique. Si TE est égal à 1 sur 2J, les deux aimantations M1 et M2 évoluent entre le moment où elles sont basculées dans le plan transversal et le début de l'acquisition du signal. Elles parcourent chacune un angle égal à π sur 2, mais en sens opposé, et se retrouvent donc, au début de l'acquisition, en opposition de phase suivant l'axe X'. Cela conduit à un doublet dont les deux raies ont des phases opposées égales à plus π sur 2 et moins π sur 2. Enfin, si TE est égal à 1 sur J, les deux aimantations M1 et M2 évoluent encore plus longtemps entre le moment où elles sont basculées dans le plan transversal et le début de l'acquisition du signal. Elles parcourent chacune un angle égal à π, mais en sens opposé, et se retrouvent donc au début de l'acquisition, en phase, suivant l'axe -X'. Cela conduit à un doublet dans lequel la phase des deux raies est identique, mais opposée à celle du cas TE égale 0. Si maintenant le découplage est activé durant l'acquisition, les deux aimantations M1 et M2 ont la même fréquence durant l'enregistrement du signal. Elles se combinent donc pour former une aimantation M, somme vectorielle de M1 et M2. Une seule raie est alors observée sur le spectre et son intensité est proportionnelle à l'amplitude de L. L'intensité de la raie observée est alors modulée en fonction du temps d'écho TE et peut prendre les valeurs comprises entre M1
plus M2 et moins M1 moins M2. Considérons maintenant ce qui se passe pour un CH2. En absence de découplage, le multiplet observé est constitué de 3 raies correspondant à 3 aimentations. Pendant TE, M1 évolue à la fréquence du déplacement chimique C13 plus J, M2 évolue à la fréquence du déplacement chimique C13, et M3 évolue à la fréquence du déplacement chimique C13 moins J. Lorsque le découplage est activé, les 3 aimentations M1, M2 et M3 ont la même fréquence. Elles se combinent donc pour former une aimantation M, somme vectorielle de M1, M2 et M3. Là encore, une seule raie est observée sur le spectre, et son intensité est proportionnelle à l'amplitude de M. L'intensité de la raie observée est modulée en fonction du temps d'écho TE, et peut prendre les valeurs comprises entre 0 et M1 plus M2 plus M3. Enfin, que se passe-t-il pour un CH3 ? En l'absence de découplage, le multiplet observé est constitué de 4 raies, correspondant à 4 aimantations. Pendant TE, M1 évolue à la fréquence du déplacement chimique C13 plus 3J sur 2, M2 évolue à la fréquence du déplacement chimique C13 plus J sur 2, M3 évolue à la fréquence du déplacement chimique C13 moins J sur 2, et M4 évolue à la fréquence du déplacement chimique C13 moins 3J sur 2. Lorsque le découplage est activé, les 4 aimantations ont la même fréquence. Elles se combinent donc pour former une aimantation M, somme vectorielle de M1, M2, M3 et M4. Là encore, une seule raie est observée sur le spectre et son intensité sera proportionnelle à l'amplitude de M. L'intensité de la raie observée est modulée en fonction du temps d'écho TE et peut prendre des valeurs comprises entre M1 plus M2 plus M3 plus M4 et moins M1, moins M2, moins M3, moins M4. Avec ce type d'acquisition, les surfaces sous les raies des différents types de carbone prennent alors des valeurs différentes en fonction du nombre N de protons directement liés. En négligeant l'effet Noé et les couplages en J2 ou J3, elle vérifie la relation suivante. Comme le montre cette illustration, les différents types de carbone ont des signaux qui évoluent de manière différente avec TE, et cela peut être exploité pour faire de l'édition de spectres. En pratique, la séquence utilisée est un petit peu différente. L'écho de spin présenté jusqu'à présent est en fait remplacé par la séquence suivante. L'impulsion à 180 degrés appliquée à la fréquence des protons est remplacée par un découplage durant la moitié du temps d'écho. L'effet du déplacement chimique carbone est toujours compensé par l'écho de spin, et les couplages proton-carbone ne s'expriment que pendant une moitié de l'écho. Cette séquence produit donc la même modulation des intensités carbone que l'écho de spin précédent, mais les intensités dépendent maintenant de la durée delta. Là encore, les différents types de carbone ont des signaux qui évoluent de manière différente avec delta, et cela peut être exploité pour faire de l'édition de spectres. Si delta est égal à 0, le spectre obtenu sera le spectre C13 standard. Si delta est égal à 1 sur 2J, le spectre ne comportera que des signaux provenant des carbones ne portant aucun hydrogène, car pour cette valeur, les autres carbones ont une intensité nulle. Enfin, si delta est égal à 1 sur J, les CH2 et les carbones sans hydrogène seront en opposition de phase avec les CH et les CH3. Le même résultat peut être obtenu avec les séquences ineptes ou deptes, qui induisent de plus une augmentation significative du rapport signal sur bruit. Mais ces séquences ne permettent pas de visualiser les carbones qui ne portent pas d'hydrogène.